On a deux groupes, des gens qui sont pour les mesures sanitaires, des gens qui sont contre les mesures sanitaires, qui commencent à avoir des arguments de plus en plus violents, un envers les autres. Moi, en tout cas, quand je regarde comment est-ce que les gens se parlent en ce moment, comment est-ce que les médias traitent les gens qui sont contre les mesures, comment est-ce que les gens qui sont contre les mesures traitent les gens des médias de masse, je trouve que c'est alarmant pour moi. Surtout de voir que ce conflit-là s'installe à même les familles, à même les amis. Ça démontre, entre amis, ça démontre bien à quel point que c'est important. Que comprenons-nous aujourd'hui de l'épidémie et de ses moyens de contrôle? On ne comprend pas grand-chose en pratique. Sur toutes les mesures sociales qui sont prises pour contrôler l'épidémie, rien n'est supérieur à rien et que donc il n'y a pas de mesure de contrainte sociale qui ait fait la preuve de son efficacité. Et donc ça veut dire que toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à ce présent pour contrôler le Covid sont totalement inefficaces. Puisque notre travail consiste, entre autres, à traiter des traumatismes, au cours des derniers mois, moi et mon équipe avons travaillé à aider nos clients face à la crise sanitaire actuelle par le biais de webconférences. Le but de ces conférences étant de trouver un juste milieu entre tous les discours polarisants, de relativiser les craintes de part et d'autre et surtout de favoriser le discours et l'échange d'idées face à toutes ces disputes et conflits que nous vivons de façon communautaire. Après avoir reçu de nombreux témoignages de personnes qui vivent des changements positifs suite à ces lives, nous avons décidé de vous condenser les 7 heures de rencontre live en une seule et même vidéo. Notez que les vidéos de chacun des lives COVID sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Bon visionnement. Ce qu'on appelle les MMS, c'est une abréviation pour dire mini-maxi-schizophrénie. Donc, une schizophrénie, une personne qui est schizophrène, c'est une personne qui déforme la réalité. Donc, c'est une pathologie, c'est une maladie, une problématique comportementale. Dans une mini-maxi-schizophrénie, la personne n'est pas schizophrène, c'est-à-dire qu'elle est complètement fonctionnelle en société, sauf que sur un mini-sujet de sa vie, petit m, mini, elle va devenir au maximum dans une schizophrénie, mais seulement sur ce petit sujet-là. C'est-à-dire qu'on lui présente un sujet complètement cohérent dans sa vie, on lui présente ce sujet-là plus capable de fonctionner adéquatement. Donc, je n'ai pas de meilleur exemple pour vous expliquer ça que de vous présenter une personne qui s'appelle Rudine. We've been following Rudine's battle to survive for the past 4 months now. She discussed her obsessive fear of food. Mm-hmm. Every time I see a piece of food, I see a calorie written on it instead of seeing what it looks like. So when you see an apple, you see? I see 80 calories. Mm-hmm. And you see a banana, you see? 100 calories. Oprah vient de lui demander, quand tu vois des aliments, qu'est-ce que tu vois? Puis Rudine, la seule chose qu'elle est capable de voir, c'est le nombre de calories. Puis là, elle va lui demander la question. Elle va dire, aujourd'hui, tu te vois dans le miroir à 48 livres, puis tu te trouves quand même grosse. Pounds. The way you look today. Mm-hmm. And you still see yourself as being fat? Yes. Très bon, oui. Donc, pourquoi je vous présente ça? Pourquoi je vous présente Rudine pour vous introduire au mini-maxi-schizophrénie? Rudine est complètement fonctionnelle. Par contre, sur un sujet, celui de l'alimentation, celui de l'apparence, complètement dysfonctionnel. Plus capable de fonctionner. Plus capable de donner une réponse cohérente. C'est particulier, ça. C'est ce qu'on appelle une MMS. Je vais vous présenter maintenant son opposé. Et vous allez voir deux personnes en simultané qui est en MMS. Donc, d'abord, sa sœur, qui a l'impression que Suzanne mange mieux qu'elle. And you know, in fact, she eats healthier than I do. No, she doesn't. I take her grocery shopping and the cart is loaded full of fruits and vegetables. She told us what she had to eat the day that we did the pre-interview with her. Il dit, j'ai fait une pré-interview avec ta sœur Suzanne, puis elle nous a dit tout ce qu'elle a mangé cette journée-là. Donc, 7 a.m., 4 or 5 donuts while she's cooking breakfast. What did she have for breakfast? A 7-egg omelet with a cup and a half of cheese. Then she ate 4 or 5 potatoes that she made into hash browns with another full pepper and onion. Now she had 3 sandwiches with ham, cheese, mayo, tomato, cucumber, avocados, croutons, bacon bits, and ranch dressing. Now we get to lunch. She has a large pepperoni pizza. Then at 1 o'clock, she has snack number 3, 2 bowls of ice cream with caramel and whipped cream. For dinner, she had 10 fish tacos with rice and beans.
Then she had a whole box of honey buns, a whole box of Hot Pocket loaded potatoes, then at 10, a bag of pepperoni, and along the way, she drank a gallon of sweet tea and 6 candy bars. She eats better than you? Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu la notion, mais lorsque on arrive sur un sujet précis, celui de l'alimentation et celui de la nourriture, on a deux personnes qui sont incapables de se comprendre. Pourquoi? Parce qu'elles sont en MMS. Leur inconscient donne des réactions qui sont complètement différentes d'une personne qui n'est pas dans cette MMS-là. Ces deux personnes-là ont une incapacité d'être objectives face au sujet. Maintenant, j'aimerais juste maintenant que vous compreniez à quoi ça ressemble un peu une MMS, donc une personne qui va déformer un peu une certaine réalité ou qui va être dans une réaction très, très vive, j'aimerais ça juste vous montrer une vidéo que c'est possible que sa réaction face à la situation soit plus vive que ce qu'elle devrait être. Un peu comme Rudine ou un peu comme Suzanne. C'est un maudit virus. Il est hypocrite comme c'est pas possible. Le pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. Puis si vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous surveillez pas, là, il peut vous arriver avec un couteau dans le dos. C'est un virus qui est un traître et il peut frapper par en arrière alors qu'on ne s'y attend pas. C'est un virus qui est traître. Ça ne vous paraît pas d'en face. Peut-être que vous l'avez puis vous ne le savez pas. Il est là, le virus. Il est là, il est vilain, il est malicieux et il est traître. Je vous le présente sous un versant, comme je vous dis, qui n'est pas dans le but de faire une moquerie ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai vraiment l'impression que cette personne-là est rendue vraiment dans ce qu'on appelle une MMS, c'est-à-dire qu'il réagit d'une façon qui est un peu trop réactionnelle, à mon avis, pour qu'on puisse en tenir compte comme étant quelque chose d'objectif. Je pourrais faire exactement la même chose pour quelqu'un qui est contre les mesures sanitaires avec des réactions très, très vives. Ça serait exactement la même chose. Si vous avez extrêmement peur face à une réalité, si jamais vous êtes confronté à cette réalité-là, vous allez réagir avec beaucoup plus de réaction. Dans ce cas-ci, je vais prendre l'exemple du virus, parce que je veux d'abord désamorcer la peur du virus. Si vous avez trop peur du virus, la journée que vous allez être confronté à cette réalité-là, votre système va réagir beaucoup plus fort que la normale. C'est le même type de réaction qu'une allergie. Vous voyez, la définition d'une réaction allergique, c'est une réaction d'hypersensibilité. Ce sont des réponses inadaptées du système immunitaire à des substances habituellement inoffensives. Donc, qu'est-ce qui se produit? Il se produit qu'en ce moment, il est en train de se créer exactement la même chose par rapport au coronavirus. Donc, un allergène, ça se crée, ça, un allergène. Donc, pour Lynn, exemple, de la façon que son allergène s'est créé, c'est qu'à un moment donné, il a vécu un événement extrêmement stressant. Son cerveau a associé un stress par rapport à l'aliment, l'allergène dans ce cas-là, le fruit de mer. Et par la suite, quand il a été confronté au fruit de mer, que ce soit directement dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'elle ne le réalise même pas, son cerveau va quand même créer une réaction allergique, ou que ce soit parce qu'elle le sait qu'elle est en train d'apprendre ça, son cerveau va réagir. Donc, il y a une hyper-réaction au niveau allergique qui peut même devenir mortelle là, dans ce cas-là. Donc, un allergène, ça se crée. Il y a différentes façons de le faire. Je veux juste vous montrer qu'un allergène va se mettre en place soit parce qu'une personne a vécu un stress intense et ou une information répétée. Si on vous sensibilise de façon répétée face à un danger, vous allez devenir hypersensible à cette réalité-là. Puis je peux même plus travailler. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux. Il y a plein d'autres façons par les journaux. Si je prends mon téléphone, je reçois des notifications de la presse à tous les jours, sans exception. Ils me disent à quelle quantité de nouveaux cas qu'on est confronté, combien il y a eu de décès, combien il y a d'hospitalisation. C'est à tous les jours, ça. Donc, on est en train de me sensibiliser face à un danger, sauf que si on me sensibilise sans arrêt, je vais devenir hypersensible à cette réalité-là. Donc, ça, c'est exactement ce qui s'est passé, entre autres, dans nos CHSLD. Les gens sont devenus en panique. Les personnes âgées sont devenues en panique par rapport à ça. Les réactions sont devenues extrêmement vives. Ça en amène un cercle vicieux qui devient extrêmement intense. Donc, sous cet angle-là, il faut se poser des questions sur comment on réagit. Parce que
La médecine va dire quoi par la suite? Elle va dire, on ne comprend pas pourquoi que chez certaines personnes, la réaction est si vive, puis on ne comprend pas pourquoi que chez d'autres personnes, pourtant, c'est complètement inoffensif. Comment ça se fait qu'on fait des tests, puis pour certaines personnes, ils sont ce qu'on appelle des porteurs sains, à peu près pas de symptômes, ou qu'ils s'en vont chez eux puis ça passe comme un rhume, mais comment ça se fait que chez d'autres personnes, il y a des réactions extrêmement vives, que c'est des gens qui s'avancent en détresse respiratoire, sous respirateur, ou même qu'ils en décèdent. Donc aujourd'hui, vous avez un angle sous le principe des lois biologiques qui vous donne une explication à ça. Quand on le voit, ça, quand on le comprend, bien, on se pose une question sur est-ce que c'est une bonne façon de gérer cette crise-là? Donc, la stratégie actuelle par le gouvernement, c'est une stratégie où est-ce qu'on tente d'éliminer le virus. Donc, déjà, dans le sens des lois biologiques, pour nous, éliminer un virus, ça serait comme de dire on va essayer d'éliminer les moustiques, d'éliminer les araignées ou d'éliminer les vers de terre parce qu'on n'aime pas ça, parce que ça nous dérange. Donc, vous comprenez bien que même si on essayait d'éliminer ces éléments-là, les moustiques, les araignées, les vers de terre, qu'on n'y arriverait pas. Ça serait pas possible. Puis de toute façon, si on y arrivait, probablement que vous réalisez que ça serait sûrement une catastrophe naturelle. C'est-à-dire que ces agents-là, même s'ils sont désagréables, ils font partie d'un équilibre naturel. C'est un système en loi biologique comme tous les autres systèmes. Système visuel, système auditif, système respiratoire, système digestif, système cardiovasculaire, lymphatique, système nerveux. Vous comprenez? C'est tous des systèmes qui agissent pour assurer notre sécurité, pour assurer notre survie. Le système ontogénétique, pour nous, c'est des ouvriers spécialisés qui sont là pour rétablir l'équilibre dans notre corps lorsqu'on en a besoin, essentiellement en phase de réparation. Un article qui a été fait par le docteur Perrault à l'Université de Montréal. Puis le docteur Perrault, en fait, a étudié les cas de guérison de cancer qui étaient inexplicables, des guérisons spontanées. Mais là, ce que c'est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a réalisé que dans 90% des cas, c'était toujours précédé d'une infection. C'est particulier, là. Ça veut dire que l'infection, en réalité, est peut-être pas si nuisible que ça à long terme. À court terme, il faut peut-être la contrôler, mais à long terme, c'est peut-être pas si dangereux que ça. Donc, le corps est un organisme. C'est un peu comme une entreprise, si vous voulez. Donc, tous les virus qui sont à l'intérieur de nous, qu'on va dire on est porteur sain, c'est un peu comme si c'était des ouvriers permanents. C'est des gens qui sont sur le payroll, qu'on va dire. Tous les agents qui viennent, tous les virus qui viennent de l'extérieur, c'est comme des sous-traitants. Ça veut dire que notre corps va les utiliser seulement quand il en a besoin. S'il n'y en a pas besoin, il retourne à l'extérieur. C'est comme des sous-traitants. Pasteur, lui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand il a vu que le système est en reconstruction, là, il y avait des signes et symptômes qui étaient dérangeants, généralement qui se faisaient observer par la fièvre pendant que le chantier de construction travaille. Lui, il a pris son microscope. Il y a des virus là. Il y en a qui n'habitent pas dans notre corps habituellement. Donc, c'est eux autres qui sont responsables de la fièvre qu'on a là, des signes et symptômes qu'on a là. Qu'est-ce qu'on fait? On va les attaquer. Le réflexe, c'est de l'attaquer pour diminuer les signes et symptômes. Puis parfois, on peut même décider d'attaquer des virus dans lesquels on est porteur sain. Mais en réalité, c'est des ouvriers. C'est fou quand même comme principe, là. Ils ont répertorié pour l'humain plus ou moins 5000 sortes de virus pour réparer, pour reconstruire notre corps. Donc, la notion de la contagiosité, on réalise que c'est pas du tout comme on nous dit. C'est pas simplement par contact. Il faut absolument soit avoir vécu le même conflit et être dans la même phase de réparation. C'est pour ça, exemple, mettons, il y a des familles il y a un membre de la famille qui va tester positif pour le coronavirus, puis pourtant les autres vivent avec et n'ont jamais testé positif. Il faut qu'ils aient fait le même conflit. S'ils n'ont pas vécu le conflit qui est en lien avec le coronavirus, ils vont jamais le développer. Ça n'a rien à voir avec le contact, comme on nous dit, avec le lien épidémiologique. Ça fait pas de sens en loi biologique. Donc, c'est important à comprendre parce que notre gestion de crise actuelle est en fonction du danger de contagion. C'est comme ça qu'on le dit. Vous comprenez? Donc, quand le docteur Arruda nous dit ça, il nous dit pas ça parce qu'il sait pas quoi dire, là. Le docteur Arruda, c'est dans une culture de médecine d'urgence. Cette culture-là de médecine d'urgence a eu comme
un très gros influenceur qui s'est appelé Pasteur, qui a développé l'étude des virus. Puis lui, ce qu'il a enseigné, c'est que les virus étaient à détruire à tout prix parce que c'était des agents très dangereux. Donc, regardez qu'est-ce que ça donne. Une gestion d'urgence qui, en fait, devient une gestion de peur. L'information qu'on va donner au public, c'est que, mettons, dans ce cas-là, le virus est dangereux et très contagieux. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait augmenter la peur. Quand la peur, elle augmente, ça fait augmenter les réactions de type allergique. Donc, dans ce cas-ci, ça s'appelle des chocs cytokiniques. Quand que les réactions sont disproportionnées, ça donne des cas graves. Dans ce cas-ci, ça peut donner des détresses respiratoires, ça peut même amener des morts. Une fois que les cas graves arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Ça augmente le stress au niveau de l'information publique qui est redistribué, qui augmente la peur, qui augmente les réactions, qui augmente les cas, puis qu'est-ce qui se produit? C'est un système qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Ça fait 6 mois qu'on est dans cette gestion-là, puis regardez bien, en 6 mois, qu'est-ce que ça a donné au niveau des disputes? À l'origine de cette violente agression, une altercation autour du port de masque. La victime affirme avoir demandé à l'un des individus de porter un masque à l'intérieur de cette laverie. Ayos ka ba dyan, Toy? Ha? Ha? Quand je vous dis que les MMS sont pires que le virus en soi, et vous en avez une preuve, là, ça c'est un échantillon de ce qui se passe en ce moment en 6 mois. Il y a une phrase qui dit que la dispute n'emmène guère de solution. En fait, la vraie phrase, ça devrait être que la dispute n'emmène que la guerre comme solution. Ce que j'aimerais que vous réalisez en ce moment, c'est parce que les gens ont peur d'un virus en lien avec une fausse croyance, qui est la contagion, qui est même plus à jour. C'est ce que je vous explique. En réalité, ça génère cette violence-là à peine 6 mois de conflit. On est tous dans le même bateau. Que vous soyez contre les mesures sanitaires ou que vous soyez pour, on va tous couler ensemble. On paye tout pour ça. On va tout payer par des faillites. On va tout payer par des divorces. On paye par des dépressions. On paye par des suicides. Si on porte des mémoires dans notre inconscient qui est en lien avec le contrôle, puis qui nous réveille et qui est réveillé par les symboles de ce qu'on vit en ce moment, mais ce qui va se produire, c'est qu'on va réagir de façon complètement réactionnelle, complètement disproportionnelle à la réalité. Donc, il faudrait d'abord se demander, dans la situation actuelle, est-ce que je porte des symboles? Est-ce qu'on porte des symboles? Est-ce que vous portez des symboles qui sont en lien avec la gestion de la crise actuelle? Ce qu'on démontre en loi biologique, en fait, c'est que votre vie courante est en fonction des mémoires que vous avez dans votre inconscient, puis ces mémoires-là, en fait, proviennent de votre généalogie. Donc, le principe est aussi simple, c'est la même affaire que l'idée que si vous alliez vous acheter un nouvel ordinateur ou un nouveau téléphone, qu'est-ce que vous allez faire? La première chose, c'est que vous allez transférer les données de l'ancien ordinateur ou de l'ancien téléphone vers le nouveau. C'est logique, pour faire une continuité. Donc, cette réalité-là qu'on explique en loi biologique, elle est également démontrée dans une branche de la médecine qu'on appelle l'épigénétique.
sujet qui a été longtemps controversé et discuté depuis l'Antiquité. C'est la possibilité que des organismes puissent transmettre des caractéristiques acquises au cours de leur vie, leur expérience de vie, à la génération suivante. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Pour travailler sur ce sujet complexe, les chercheurs ont utilisé un minuscule verre transparent qui a la faculté de se reproduire en 3 jours, ce qui permet de suivre plusieurs générations dans un temps très court. Le professeur Rechavi et son équipe ont réussi à prouver que ces vers étaient capables de transmettre à leur progéniture des traits acquis au cours de leur vie, comme la résistance au virus ou la mémoire de la famine. Dans leur toute dernière recherche, les scientifiques ont réussi à prouver que la mémoire encodée tout au long de la vie dans les neurones du cerveau pouvait être transmise aux générations futures à l'aide de molécules d'ARN. Cette étude ouvre la voie à une meilleure compréhension des processus et des mécanismes de l'épigénétique. Elle relance aussi le grand débat entre la part d'inné et d'acquis dans nos comportements. Donc là, la question qu'on se pose, c'est si une personne a peur du contrôle, si elle est en réaction en ce moment, si elle se sent mal face à tout ce qui se produit actuellement, est-ce qu'en fait, son inconscient porte des mémoires de certains abus ou de certains contrôles? L'Église, fondée sur le message d'humilité de Jésus, est une puissance politique, une société milliardaire. L'Église catholique est une énorme entreprise commerciale. Et ils voulaient élire un réformateur, quelqu'un qui pouvait venir à Rome et remettre de l'ordre. Mais le nouveau pape a du pain sur la planche. Des prêtres se servent dans la quête du dimanche. Des évêques investissent dans une chaîne porno. Un empire immobilier est dissimulé. Des accusations de blanchiment d'argent et de corruption s'accumulent. Des victimes d'abus sexuels privées de leur dédommagement. Les témoignages ont révélé que des dizaines de milliers d'enfants ont été négligés, battus et violés dans des écoles dirigées par des communautés religieuses dans les années 50 et 60. Les religieuses ont fermé les livres d'école et ont mis ces enfants au travail. Ceux qui se rebellaient avaient droit à la camisole de force, aux tranquillisants et aux électrochocs. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux vous emmener quand je dis ça. L'idée, c'est pas de blâmer ou de bâcher, si vous me permettez, sur l'Église. C'est de comprendre que déjà, en partant, nos ancêtres ont déjà, face à une structure sur laquelle ils avaient basé leur confiance, parce que l'Église avait démontré toute la confiance qu'on pouvait leur apporter. Même qu'on allait au confessionnal, tellement qu'on leur faisait confiance, on leur laissait nos enfants. Donc, malgré cette structure où ce qu'on a vraiment cru qu'on pouvait leur faire confiance, on voit tous les abus qui ont été vécus. Ça, on le sait, c'est mondial. Là. Donc déjà, ça l'explique déjà pourquoi que des fois, certaines personnes qui ont été, mettons, qui sont touchées par les mémoires de leurs ancêtres face à certains abus de contrôle, vont réagir très, très fort. C'est ça que je veux vous aider à comprendre. Là. D'où est-ce qu'elles viennent vos réactions? Là, on se dit, ouais, mais c'est la religion. Là, nous autres, c'est notre gouvernement qui est en cause. Est-ce qu'on a des mémoires, mettons, pour être plus en lien avec le gouvernement? Donc, quand on se pose la question, la réponse vient assez rapidement. Que faut-il retenir de la commission Charbonneau, à part qu'elle a occupé 261 jours d'antenne, reçu 292 témoins et coûté plus de 36 millions de dollars aux Québécois? Les entrepreneurs facturaient des faux extras qui étaient ensuite remis en argent comptant à des firmes de génie complices. Cet argent comptant-là, elle servait à quoi? Au financement des partis politiques. Par ce système, le coût des ouvrages publics a été gonflé de 30 à 40 % pendant 10 ans. 1 an après la fin des travaux, l'UPAC fait du surplace. Les enquêtes sur le financement illégal des partis provinciaux ont toutes les allures d'un chantier inachevé. Donc, vous comprenez? Ça, c'est... Ici, au Québec, on a tous vécu ça il n'y a pas longtemps, là. Donc, qu'est-ce qui se produit par la suite? C'est que face à des réalités comme ça qui sont extrêmement choquantes, c'est extrêmement choquant là, de voir que notre propre gouvernement n'a pas respecté les lois,
Non seulement ils n'ont pas respecté les lois, en plus de ça, ils chargeaient plus cher aux contribuables, qui payent déjà des impôts de fous, ils chargeaient plus cher aux contribuables pour finalement recevoir des enveloppes brunes pour payer leur campagne pour les élections et tout ça. Vous comprenez que le traumatisme que ça fait, c'est insupportable. Parce qu'on dit, je ne peux pas croire que c'est comme ça que ma réalité est gérée. Quand le stress est trop fort, ça bascule dans l'inconscient. Quand on se retrouve dans une situation où on a un doute face au gouvernement, ces mémoires-là dans l'inconscient rejouent, là. Donc, ça donne des réactions très vives. Fait que ça vous aide à comprendre. Là, j'aimerais vous emmener sur une réalité où ce que vous allez voir qu'en fait, on porte des mémoires beaucoup plus lourdes que ce que je viens de vous démontrer. Je vais vous passer un extrait du général Dallaire. Le général Dallaire, c'est l'homme qui était mandaté par l'ONU pour gérer la crise du Rwanda. Dans la première semaine du génocide, plusieurs pays sont venus visiter sur le terrain pour décider s'ils allaient intervenir, me donner des renforts que je demandais. Ils ont tous refusé. Ils ont tous refusé parce qu'ils ont dit, il n'y a rien ici. Il n'y a pas de ressources stratégiques, pas d'huile, de rien. Le pays n'est même pas dans un endroit stratégique. Puis un pays qui a eu même le front de me dire, il y a seulement des humains, puis à part de ça, il y en a trop. C'est surpeuplé. Donc, le facteur humain ne tient pas poids. Les outils sont là, mais le désir politique n'est pas là. Donc, pensez-vous que les mémoires qu'on porte, sérieusement, ceux qui portent ces mémoires-là, du moins, parce que c'est pas tout le monde qui les porte, mais ceux qui portent ces mémoires-là, croyez-vous que ça donne confiance que l'État est là pour assurer notre bien-être? Donc, vous voyez bien que les mémoires qu'on porte ne donnent pas ça. Donc, c'est ce qui génère autant d'émotions chez certaines personnes en ce moment. J'aimerais ça vous faire réaliser quelque chose d'important. C'est-à-dire que je vous explique que dans le cerveau, on a une partie consciente et une partie inconsciente. Donc, la partie consciente, c'est avec elle qu'on réfléchit, le sens moral, nos désirs, alors que l'inconscient, c'est les réactions. Donc, en termes de puissance, si on veut, on a accès avec notre partie consciente, selon les lois biologiques, à peu près à 7 % d'efficacité quand on travaille avec le conscient. Alors que l'inconscient, lui, a une puissance d'à peu près 93 % en lien avec les réactions. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, supposons que je veux faire quelque chose consciemment, intelligemment, mais j'ai 7 % de pouvoir, mais mon inconscient, lui, s'il dit l'inverse, c'est 93 % du pouvoir. Donc, pourquoi que c'est important de réaliser ça? Parce que là, en ce moment, tous ceux qui sont en réaction face à la gestion de la crise vont vouloir manifester leur désaccord avec ça. Donc, ils vont faire des manifestations, ils vont écrire des lettres, ils vont écrire des commentaires, ils vont demander, ils vont aller à la station de police pour demander que la loi soit changée ou peu importe. Tout ça, là, c'est le 7 %. Le 7 % je ne vous dis pas que ça ne donne rien, mais je vous dis juste que c'est énormément d'efforts pour un très peu de résultats. Je fais un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement la réalité de son credo. Quand Martin Luther King prononce ces mots, l'esclavage a été aboli près d'un siècle plus tôt par le président Lincoln en 1865. Mais en réalité, dans de nombreux États, les Noirs sont encore des citoyens de seconde zone. Le Ku Klux Klan fait régner un climat de terreur pour les populations noires et les lois raciales sont omniprésentes. C'est Lyndon Johnson qui signera le Civil Rights Act en 1964. Le texte déclare illégale la discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Mais le climat se radicalise, des émeutes raciales éclatent dans le pays. Martin Luther King est assassiné le 4 avril 1968 dans un hôtel de Memphis, Tennessee, par un ségrégationniste blanc. Martin Luther King a eu besoin de faire cette manifestation-là parce que les Noirs vivaient encore beaucoup de racisme. En fait, le Ku Klux Klan en était un exemple très, très fort. Pourtant, 100 ans plus tôt, la loi avait changé sur l'esclavage. Donc, les Noirs étaient supposés avoir les mêmes droits quelque part que les Blancs, mais on s'est rendu compte que malgré le fait que la loi a changé, 7 %, en réalité, les Noirs vivaient toujours la même réalité, avec très peu d'amélioration. Donc, Martin Luther King, presque 100 ans plus tard, arrive à faire changer encore la loi.
Donc, là, les Noirs sont supposés avoir exactement les mêmes droits que les Blancs. Puis, est-ce que vous pensez que malgré tout ça, les changements de loi qu'il y a eu, est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus de racisme aujourd'hui? On va faire des choses consciemment, on va faire des manifestations, on va faire changer les lois. Mais en réalité, est-ce que ça donne vraiment des changements? Si vous voulez que ça change vraiment, je ne vous dis pas que manifester ne donne rien. C'est pas ça que je vous dis. Je ne vous dis pas que de faire valoir vos points, ça ne donne rien. C'est pas ça que je vous dis non plus. Je vous dis, vous avez le choix de fonctionner avec 7 % de puissance ou de fonctionner avec 100 % de puissance en impliquant l'inconscient. Donc, je vais vous démontrer comment est-ce que le 7 % donne vraiment pas grand-chose. Prenez par exemple le système judiciaire. C'est un système aujourd'hui qui est extrêmement développé. Donc, on a tous réfléchi à ça. Mais sérieusement, est-ce que ça a vraiment diminué la criminalité? Nos prisons sont pleines, ils craquent, ça déborde tellement que les gens, les juges peuvent même plus faire les peines complètes aux condamnés. Donc, on a une belle structure mise en place avec notre 7 %, mais au niveau des résultats, aucun changement. Supposons que vous prenez la DPJ. Malgré les pas de géant franchis au fil du temps, et en dépit des milliers d'enfants qui ont pu profiter des bienfaits de la loi sur la protection de la jeunesse, le nombre d'enfants qui ont fait l'objet d'un signalement et qui ont besoin de protection ne cesse d'augmenter. Donc, belle structure, mais aucun changement. Prenez, tantôt je vous parlais du général Dallaire avec l'ONU, qui est une structure qui est là pour protéger la planète en soi. Les objectifs de la SDN, la Société des Nations, comportent le désarmement, la prévention des guerres au travers du principe de sécurité collectif, la résolution des conflits par négociation et l'amélioration globale de la qualité de vie. La SDN est considérée comme un échec car elle ne parvient à enrayer ni la guerre civile espagnole, ni l'agression italienne contre l'Éthiopie, ni l'impérialisme japonais, ni l'annexion de l'Autriche par Hitler, ni de la crise des Sudètes, ni enfin les menaces allemandes contre la Pologne. C'est-à-dire que l'ensemble des crises internationales qui préludent au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Vous comprenez? Il n'y a rien qui fonctionnait. Fait qu'ils se sont dit, bon, on va remplacer ça par une autre organisation, 7 %, qui s'appelle l'ONU. Puis là, on se dit, bon, mais là, finalement, avec la Charte des Nations unies, qui est adoptée le 26 juin 1945 par 51 États en remplacement de la Société des Nations, c'est-à-dire, on espère que ça va fonctionner. Qu'est-ce qui se passe depuis ce temps-là? Début de la guerre de l'Indochine, ça l'a fini en 1954, 9 ans plus tard. Début de la guerre froide, pris fin en 1991, ça a commencé en 1947. Appelez-vous ça des résultats? Puis là, si vous lisez, là, c'est sans arrêt. On les a pas toutes mis, là. Puis on pourrait continuer, là, on est en 2020, là. Trouvez-vous vraiment que c'est efficace? Puis qu'est-ce que le général Dallaire a dit? On avait des outils, mais on dirait qu'il manquait de volonté politique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'avec autant d'intelligence qu'on a, avec autant de structures qu'on a, parce que là, c'est ce qu'on se demande, là, qu'est-ce qui se passe avec notre gestion de crise? Comment ça se fait qu'avec ces réalités-là, finalement, on a des résultats qui sont si médiocres? Donc, pour comprendre ça, il va falloir comprendre les demandes inconscientes. Mais avant de vous introduire aux demandes inconscientes, j'aimerais ça vous montrer une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que les patterns se rejouent comme ça de façon répétitive. Maître Pringle, étant donné que ça fait longtemps que vous pratiquez, il vous arrive d'avoir comme clients les enfants de vos premiers clients. Oui. Et parfois, ça vous désole de voir que des patterns que vous pensiez disparus existent toujours. Comme quoi? J'ai beaucoup de difficultés à comprendre que des jeunes femmes de 20 ans, 21 ans, 22 ans, puis tu sais, jusqu'à 25, je les trouve pas mal jeunes, reprennent des patterns d'il y a des années. Qui acceptent le contrôle, la violence. Ce qui se produit, c'est que l'inconscient de sa jeune cliente, qui est la fille de sa vieille cliente, on va dire, qui était la mère, son inconscient porte la blessure que sa mère a vécue. Donc ça, c'est à revivre. Ça va être à revivre tant et aussi longtemps que ça ne sera pas solutionné. Donc, elle, la jeune fille, consciemment, vous comprenez bien que dans ses désirs, dans ses réflexions, dans sa morale, elle a dit à son prochain copain, à son amoureux, moi, en passant, j'ai le goût d'être respecté, hein? J'ai le goût d'avoir de la liberté, j'ai le goût de pouvoir vivre ma vie. C'est ça qu'elle communique. Puis lui, il dit oui, aucun problème. Mais inconsciemment, elle porte le traumatisme de sa mère. Fait qu'elle, elle dit quoi inconsciemment à l'autre? Hey, by the way, tu vas-tu être capable de me contrôler, toi?
Tu vas-tu être capable de me donner le sentiment que je ne peux pas sortir? Vas-tu m'obliger à mettre la géolocalisation? C'est ça qu'elle demande inconsciemment. Puis là, écoutez bien ça, là. Si lui n'est pas capable de faire ça, s'il lui dit, ben non, je te ferai jamais ça, elle l'aimera jamais, ce gars-là. Mais si son inconscient il dit, bien sûr que je peux faire ça pour toi, vous imaginez pas comment est-ce que tout d'un coup, il a des beaux yeux puis qu'il s'en vont, lui. Fait que consciemment, on essaie de changer les choses, on a des résultats des miettes, parce qu'en réalité, il faut toujours revivre les mémoires de l'inconscient. C'est extrêmement important à comprendre ça. Parce qu'on est en train de revivre des symboles qui représentent les traumatismes de nos ancêtres. Puis là, en ce moment, c'est au travers d'un symbole qui s'appelle un virus, qui est en fait un parasite, un ennemi à éliminer à tout prix, duquel on doit vérifier, parce qu'Arruda, il nous dit qu'il va nous poignarder en plein dos. C'est tous des symboles, ça. Donc, c'est quoi les symboles qu'on revit si ce n'est pas des symboles de guerre? Regardez ça, là. Elle va faire sa conférence en arrière, en avant d'un truck blindé, là. Si ça ne fait pas guerre, là. Nombre maximum de personnes. Or, j'ai posé la question à la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Est-ce que c'est possible alors d'arrimer le droit de manifester et le respect des règles sanitaires? Voici sa réponse. Est-ce qu'il est possible de resserrer et si oui, comment pour s'assurer que ça demeure faisable, applicable directement sur le terrain? Donc, je comprends que consciemment, vous savez que c'est pas une guerre. Je le comprends très bien. Là. Moi non plus, moi aussi, je suis capable de comprendre ça. Mais il faut que vous compreniez qu'au niveau inconscient, ça fonctionne avec des symboles. On est tous en train de revivre ces symboles-là. C'est ça qui font réagir, qui fait réagir si fortement certaines personnes. Regardez bien le prochain extrait. Votre attention, s'il vous plaît. En vertu de la loi sur la santé publique, il vous est ordonné de maintenir une distance d'un minimum de 2 mètres entre chacun de vous, sauf pour les membres d'une même famille qui restent au même endroit. Le refus d'obtempérer à cet ordre vous rend passible d'une amende pouvant aller de 1 000 à 6 000 $. Je pense que vous comprenez bien ce que je vais vous expliquer. Tous les symboles qu'on vit en ce moment réveillent énormément de mémoires qu'on porte à l'intérieur de nous, soit qu'on a vécu ou soit que nos ancêtres nous ont légués. Ça nous amène dans un état réactionnel très vif. J'espère que vous avez apprécié ce condensé. En conclusion, si une rage monte à chaque fois que vous entrez dans un commerce et faites face aux mesures mises en place, que vous vous obstinez à pester sur les commerçants et leurs employés pour des contraintes qui leur sont imposées, ou si vous ne vous sentez pas en sécurité nulle part et que vous avez l'impression que les gens autour de vous représentent un danger de transmission, que l'idée de contracter le virus vous paralyse de peur, eh bien, vous faites malheureusement partie du problème. Par contre, une fois que l'on comprend les réactions inconscientes générées par les mémoires biologiques, il devient impossible de juger ces comportements. Il reste maintenant juste à ce qu'on se responsabilise et à travailler au quotidien pour changer les perceptions autour de nous. Je vous encourage à regarder les 3 parties en intégralité pour avoir accès à toute l'information. Beaucoup de contenus et d'explications ont malheureusement dû être coupés pour vous permettre de vous donner ça en 30 minutes. C'était le contenu de plus de 7 heures de webconférence. La partie 4 est aussi disponible sur notre chaîne YouTube, le sujet de ce dernier live étant le vaccin. Si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, laissez-nous le savoir en appuyant sur le pouce en l'air et en nous laissant un commentaire ou en vous abonnant à la chaîne YouTube de Saut Quantique.